Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans une étude passionnante qui nous livre ce qui est peut-être la première détection directe d'étoiles de population 3 par James Webb. On reviendra ensuite sur le premier retour réussi de la New Glenn qui signe le début d'une nouvelle mission martienne. On discutera également du spatial français qui va bénéficier d'un plan de gouvernement massif qui se traduit déjà par des annonces dans tous les sens. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18 h. Sur la chaîne, on parle souvent en millions ou en milliards d'années. C'est sur cette échelle de temps que la vie d'une étoile ou d'une galaxie doit être envisagée. Pour nos petites vies humaines, c'est une temporalité presque inimaginable. On a plus l'habitude de compter en jours, en heures et en minutes. Pour compter le temps, on peut aussi faire appel à la nature et c'est ce que propose notre sponsor du jour, Holzkern. Holzkern est une marque de montres et de bijoux pour hommes et femmes que je porte régulièrement. Ce que j'apprécie beaucoup dans leurs produits, c'est cette idée de porter littéralement un morceau de nature au poignet. Chaque montre, chaque bijou est fabriqué à partir de matériaux naturels authentiques, du bois d'olivier, d'acacia, du marbre, de l'œil de tigre, de la pierre de lune, etc. Des matériaux qui d'une certaine manière racontent une histoire. Chaque pièce est donc totalement unique parce que les veines du bois, les motifs de la pierre ne se répètent jamais exactement de la même façon. Ma femme porte par exemple cette montre Talamanca avec un cadre en nacre turquoise, et personnellement j'ai souvent empoigné ma montre en bois zébré avec son cadran en feuilles de figuier authentique. Si vous l'aimez autant que moi d'ailleurs, c'est le modèle Cabania. Les montres et bijoux de la marque sont garantis 2 ans et ça fait justement 2 ans que je porte cette montre, et rien à dire, ça n'a pas bougé. Holzkern fait également des bijoux comme ici la bague d'éveil de ma femme en plaqué or et marbre vert, une alliance de matériaux original qui permet là aussi un design complètement unique. Les produits sont d'ailleurs fabriqués en petite série pour garantir une production responsable et éthique. Jusqu'au 1er décembre seulement, Holzkern organise sa plus grosse promotion de l'année avec la Black Week. Vous pouvez bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur l'ensemble du catalogue. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour anticiper les cadeaux de fin d'année. C'est une occasion à ne pas manquer. Les livraisons sont possibles dans le monde entier en 2 à 5 jours ouvrés et vous pouvez faire des retours sous 24 jours. Pour profiter de cette réduction exclusive de 30%, vous pouvez passer par le lien en description sous la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Attention, l'offre ne dure que jusqu'au 1er décembre, donc ne tardez pas trop. Nous, on peut cependant prendre notre temps pour replonger dans les actus de la semaine. Les toutes premières étoiles de l'univers ont brillé quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Elles ont été très différentes des étoiles qu'on observe dans l'univers récent. Beaucoup plus massives et peut-être même alimentées par des réactions d'annihilation de la matière noire, comme on en parlait il y a quelques semaines. Ces étoiles sont pour le moment théoriques. On les modélise en fonction des conditions de l'univers primordial, mais sans jamais les voir, du moins jusqu'ici. Une équipe travaillant avec les données de James Webb pense en effet avoir identifié un petit amas d'étoiles de population 3. Il a été identifié en juin dernier par une équipe japonaise grâce à un effet de lentille gravitationnelle intense. Cette première équipe l'a cependant caractérisé comme une galaxie diffuse dans les tout premiers âges de l'univers. Mais voilà qu'il y a quelques jours, une autre équipe est revenue sur ces résultats avec une explication différente. Ils ont analysé le spectre de la source et le Li a des propriétés très singulières. Ils démontrent dans un premier temps que celui-ci peut être produit par une source de petite taille, autour des 1000 masses solaires, ce qui correspondrait plus à un amas d'étoiles qu'à une galaxie. Ce spectre fonctionne également bien si on l'interprète comme un groupe d'étoiles géantes, ce qui est une des principales prédictions pour les étoiles de population 3. Dans l'univers récent, les pouponnières d'étoiles donnent naissance à beaucoup plus de petites étoiles que de grosses. D'ailleurs, les naines rouges, la plus petite classe d'étoiles, est celle qui possède le plus de représentants. Les étoiles de population 3 ont été les seules à se former avec un rapport inversé, beaucoup plus de grosses étoiles que de petites. Autre élément marquant le spectre de la source, dénommé Lapin B, laisse entrevoir une métallicité très faible. C'est-à-dire que celle-ci contient très peu d'autres éléments que l'hydrogène et l'hélium. Elle est constituée des éléments de l'univers primordial. Ils observent une très légère abondance d'oxygène qui pourrait être expliquée par une unique supernova d'une étoile de l'amas. Ce seraient donc des étoiles de population 3 qui arrivent au bout de leur vie, qui auraient été capturées par James Webb.
Dernier élément, il modélise le halo de matière noire dans lesquelles l'amas serait situé, et trouve que celui-ci semble être de petite taille, plus petit que les halos galactiques. C'est là encore exactement ce qui est attendu pour les amas d'étoiles de population 3. Avec ces trois éléments, petit halo, faible métallicité et grosse étoile, il pense qu'il est possible d'interpréter Lapin B comme le premier amas d'étoiles de population 3 jamais découvert. C'est en tout cas la source la plus cohérente connue à ce jour. Ce serait une confirmation que les premiers âges de l'univers ont bel et bien été dominés par des étoiles énormes, mais comme souvent il reste difficile d'arriver à une conclusion définitive. L'objet observé est extrêmement lointain et ancien. Il n'a pu être imagé que grâce à un effet de lentille gravitationnelle ultra puissant. C'est une des lentilles gravitationnelles les plus fortes jamais détectées. Sans elle, même James Webb n'aurait pas pu voir Lapin B. Si on a un peu de chance, James Webb va pouvoir faire d'autres détections similaires dans les années qui viennent. Des étoiles de population 3 devraient normalement pouvoir se dévoiler même avec des lentilles gravitationnelles sensiblement plus faibles. Les auteurs de l'étude s'attendent d'ailleurs à ce que toutes les lentilles les plus puissantes livrent 1 à 2 objets similaires. On est donc peut-être au début de l'ère de l'étude directe des étoiles de population 3. On allait finir par croire que ça n'arriverait jamais, mais si, la Falcon 9 a enfin un rival capable de poser comme elle son premier étage. Jeudi dernier, Blue Origin nous a livré une mission exemplaire qui a permis de lancer les 2 satellites de la mission Escapade vers Mars. Escapade est une mission à petit budget, moins de 80 millions de dollars, qui va permettre d'étudier comment Mars a perdu son atmosphère. Les satellites ont été assemblés par Rocket Lab, qui trouve ainsi la route d'une première mission martienne. On est hors fenêtre de tir vers Mars, ce qui signifie que la mission va adopter un profil assez singulier. Les 2 vaisseaux vont aller se poster au niveau du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, où ils vont en quelque sorte suivre l'orbite de notre planète. Fin 2026, lorsqu'une fenêtre de tir ouvrira à nouveau, ils viendront réaliser une manœuvre d'assistance gravitationnelle autour de la Terre pour se propulser vers Mars. C'est pas très orthodoxe comme profil de mission, mais cela va leur donner une année d'étude de la météo solaire, à un moment où notre étoile est assez active. La mission a en effet été repoussée lors de la fenêtre de tir précédente à cause d'une tempête solaire particulièrement féroce. Pour Blue Origin, la mission est un succès total. C'était la 2e fois que la New Glenn décollait. Lors de la première mission, l'entreprise avait perdu le booster en phase de retour dans l'atmosphère. Cette fois-ci, Blue Origin a complètement réussi son posé en mer sur une barge à 600 km des côtes. Les images sont impressionnantes, d'autant plus quand on se rappelle que la New Glenn est une fusée bien plus massive que la Falcon 9. Son premier étage fait 57 mètres de haut. C'est presque 20 mètres de plus que le booster de sa concurrente de SpaceX. Avec cette récupération, Blue Origin peut maintenant tourner les yeux vers la réutilisation. Celle-ci devrait être facilitée par les moteurs au méthane BE4 de l'étage. Mais il faudra tout de même quelques vols et probablement quelques années avant de trouver la même aisance dans les opérations que SpaceX. Les premiers étages de New Glenn sont conçus pour voler jusqu'à 25 fois. L'entreprise doit maintenant prouver qu'elle peut monter en cadence et donner un vrai sens économique à cette réutilisation. Cela se fera via des lancements pour la constellation Kuiper, concurrente de Starlink, et éventuellement pour Artemis. La prochaine mission de la New Glenn servira à lancer le Blue Moon Mark I, la première version de l'alunisseur lourd de l'entreprise. Il ne sera pas habité et pas habitable, du moins dans un premier temps. On a vu passer des rumeurs sur une conversion possible en alunisseur léger pour Artemis 3, mais rien d'officiel pour le moment. On ne sait toujours pas si le programme Artemis va continuer sur son programme original. Il va falloir attendre les décisions prises par Jared Isaacman, le nouveau patron de la NASA, ce qui ne devrait plus trop tarder maintenant que le shutdown gouvernemental américain est terminé. La rumeur veut que le monsieur tente de mettre fin au SLS et à la Gateway à plus ou moins long terme, ce qui couperait les ailes lunaires de l'Europe. Pourtant, notre continent fournit un effort continu, et je dirais même beaucoup plus fiable que ce qu'on voit outre-Atlantique. Ainsi, l'ESA et ses partenaires industriels viennent d'annoncer la fin de la fabrication du module de service Orion, destiné à Artemis 4. Celui-ci pourrait donc voler l'année prochaine, même s'il faudra sûrement attendre les années 2030 pour que la mission soit prête. Il faut donc espérer qu'Orion va être utilisé au moins jusqu'à Artemis 4, sans quoi l'Europe aura travaillé dans le vent. L'Agence spatiale européenne a distribué les contrats pour la fabrication des modules jusqu'à Artemis 6.
En cas d'annulation du SLS L'Orion, ces modules pourraient donc se retrouver orphelins. Il y a un monde où ils pourraient servir de base à un vaisseau européen, mais rien n'a été annoncé dans ce sens. Il y a également une possibilité qu'Orion soit préservé et que la NASA se débarrasse du SLS. C'est même une prédiction qui a été soutenue directement par Lockheed Martin en août dernier. Peut-être alors que l'ESA pourrait s'arranger avec le constructeur américain pour faire du vaisseau une sorte de collaboration transatlantique, public-privé, qui pourrait par exemple servir aux astronautes européens. Idéalement, le temps de la spéculation va vite arriver à son terme, et Isaac Mann va justement dire les termes. Si c'est la fin d'Orion et de la Gateway, il faudra soit trouver de nouvelles capacités qui pourraient se greffer sur Artemis, soit abandonner l'idée d'amener des astronautes européens sur la Lune, avec en prime une collection de modules de service destinés à prendre la poussière. L'Europe pourrait également développer fortement ses capacités souveraines, et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir du côté des combinaisons. En 2023, le CNES avait demandé à Spartan Space, l'Institut de médecine spatiale et Decathlon, de commencer à développer une combinaison de vol. Des images de celle-ci nous ont été présentées la semaine dernière. Silhouette noire avec un casque large, c'est un profil assez différent de ce qu'on connaît. La combinaison est destinée à être testée l'année prochaine directement dans l'ISS, lors de la première mission de Sophie Azno. C'est une combinaison intravéhiculaire qui n'est pas destinée à faire des sorties spatiales, mais elle peut servir de base à une combinaison 2VA, voire à des combinaisons lunaires si on est un peu fou. Toujours en France, on met les bouchées doubles pour préparer le spatial de demain. Le 12 novembre, le chef de l'État a ainsi présenté un plan d'accélération des dépenses pour les capacités spatiales civiles et militaires. L'État prévoyait d'injecter 6 milliards d'euros dans le spatial militaire entre 2024 et 2030. Cette somme va finalement être portée à 10,2 milliards d'euros. Cela devrait bénéficier aux lanceurs, à la surveillance de l'espace et au renforcement des capacités orbitales déjà en place. Côté surveillance de l'espace, les choses bougent déjà avec d'une part un contrat de la DGA à Infinite Orbit, accordé en août dernier, pour un satellite de surveillance et d'inspection. Il sera lancé en orbite géostationnaire, non pas pour regarder la Terre, mais pour surveiller les autres satellites qui s'y trouvent. Le lancement devrait avoir lieu en 2027. Sur le même thème, on peut saluer les efforts de Look Up Space, qui vient de compléter les essais d'un radar de surveillance spatiale installé en Lozère. Il permettra de traquer des objets de petite taille en orbite et recevra l'appui d'autres radars situés en Polynésie pour une couverture globale. Il y a plein d'annonces dans le spatial français en ce moment. U-Space, le fabricant de nanosat, vient de lever 24 millions. Atmos a signé un MOU avec Hyperspace pour une charge utile sur le premier vol suborbital Baguette One. À la fin du mois, je vais participer au Forum Innovation Défense organisé par la DGA. Il devrait y avoir une forte composante spatiale et pas mal d'annonces devraient y être faites. Je vous propose donc de résumer tout ça dans une vidéo qu'on fera peu après. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de jusqu'à 30% de réduction sur l'ensemble du catalogue Allskern. Si ça vous intéresse, ça se passe en description sous la vidéo. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.